Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour la seconde partie de l'émission, l'info du vrai l'événement. Et donc, ce soir intitulé « La liberté perdue de l'automobile ». Et d'ailleurs, on ne parle plus que de mobilité, même au salon de l'auto, entre les routes à 80 km/h, l'augmentation des radars, la vidéosurveillance et le désir de chasser la voiture des villes, c'est très clair. Le programme a l'air, lui, d'être figé. Dans un instant, l'avis et l'analyse de nos experts, mais tout d'abord notre premier reportage. On part donc au salon rebaptisé Paris Motor Show. Ils ont tous le mot électrique à la bouche. C'est bizarre car ces voitures représentent à peine 1% du marché. Cécile Bartoli. Bonjour. Bonjour monsieur. Pardon, j'ai un petit moment. Je recule un peu, hein, Ouais. comme j'ai déjà une Tesla, j'ai un peu l'habitude de la voiture. Pascal est un adepte de Tesla. Au salon de l'automobile, il vient essayer le nouveau modèle de la marque américaine, présenté pour la première fois en Europe. Très aérodynamique et qui rappelle des voitures de sport. Cette nouvelle voiture électrique est 2 fois moins chère que la précédente. Alors les commandes se sont envolées et Tesla a dû faire face à des retards de production et de livraison. Pascal l'a réservée depuis 2 ans et demi et l'attend toujours. Donc je suis déjà avec une voiture Tesla et donc ça me permet de patienter. La voiture est très intéressante parce que quand vous roulez avec une voiture électrique, vous n'avez pas de bruit, vous n'avez pas de vibration. Vous écoutez la radio ou la musique avec un plaisir comme à la maison. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages à avoir une voiture électrique. Le succès de Tesla et de ses voitures électriques bouleverse le marché de l'automobile. Pour ne pas être dépassés, les constructeurs historiques investissent aussi dans ce nouveau modèle énergétique. Mais ici, sur ce stand BMW, la voiture électrique reste bien cachée derrière les standards essence de la marque allemande. Ici, la nouvelle version que nous présentons sur le mondial de l'automobile a une autonomie de 360 km. Depuis le début de l'année, sur les 9 premiers mois de l'année, nous avons vendu déjà plus de 100 000 voitures électrifiées dans le monde. Et à ce jour, au cumul, on en a déjà plus de 300 000 sur la route. 300 000 véhicules électrifiés et non électriques, car ce sont principalement des voitures hybrides. Les modèles tout électriques ne représentent qu'1% des immatriculations en France en 2017. Et des voitures encore trop coûteuses, à l'autonomie très limitée. Pour l'instant, c'est très bien si on fait de la ville, des petits trajets. Honnêtement, c'est pratique, parce qu'on a des bornes dans les villes, on a de plus en plus de bornes pour les recharger, ça se recharge assez vite. Mais je me vois mal faire un grand trajet avec, pour l'instant, c'est pas optimisé, mais ça viendra hein, progressivement. Le manque d'autonomie est le principal frein à l'achat. Alors les constructeurs se livrent une véritable course à l'innovation pour permettre de rouler toujours plus longtemps. Vous avez encore plus de 9 clients sur 10 en France aujourd'hui qui roulent en diesel ou en essence. Et ce passage vers les motorisations électriques, il ne va pas se faire en 1 ou 2 ans. Et on travaille aussi du côté de Toyota, notamment sur les solutions de batteries solides pour les années 2020. Toyota est aujourd'hui le groupe qui possède le plus de brevets déposés en recherche et développement sur cette nouvelle technologie de batterie qui devrait arriver dans les années 2020. Ces batteries solides seront peut-être la vraie révolution. Elles se rechargeraient en à peine quelques minutes et permettraient de rouler sans s'arrêter jusqu'à 600 km. Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, Éric de Comont, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous présidez l'association des avocats de l'automobile. Yves Carrel, lui, porte-parole de l'Automobile Club Association qui revendique, je le rappelle, 1 300 000 adhérents. Laurent Equet, lui, directeur général du MAP, l'Observatoire des expertises de la mobilité. Vous êtes également le fondateur du think tank Automobilité et Avenir. Enfin, Flavien Novi est économiste, vous dirigez l'Observatoire CTLM. On va revenir sur cette question de la voiture électrique parce qu'il y a un aspect quand même gaguesque dans tout ça. On s'excite à parler de quelque chose qui fait, je le rappelle pour l'instant, 1% du marché. Mais en fait, on a l'impression que la voiture, et c'était le sens du titre de l'émission ce soir, n'est plus un outil de liberté. Est-ce que vous le percevez comme ça aujourd'hui? En tout cas, qu'on essaye de contester et de chasser cette liberté. Éric de Comont. Déjà, stricto sensu, vous avez raison, parce que le problème majeur de la voiture électrique aujourd'hui, qui est appelé, à mon avis, à monter, bien sûr, au-delà de 1%, c'est clair, c'est l'autonomie.
Donc l'autonomie, c'est aussi un peu la liberté. C'est-à-dire que si effectivement vous devez recharger 4 fois pour descendre à Nice, vous perdez une grande partie de votre liberté de vous déplacer relativement rapidement et de pouvoir notamment aller à peu près partout, y compris dans des endroits où peut-être pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de bornes électriques. Donc ça, c'est le problème majeur. Par ailleurs, clairement, il faut parler autonomie, voiture autonome. Et là aussi, il est clair que l'avenir qu'on nous définit, c'est un avenir dans lequel le conducteur ne sera plus, en tout cas de moins en moins, le maître à bord, mais un sujet de la voiture, pour ne pas dire un esclave d'un système, dont la voiture sera un maillon, qui sera télécommandé, qui sera radio-surveillé, et on va perdre effectivement toute la liberté et l'autonomie décisionnelle dans ce genre de voiture, à terme, et c'est bien ce qui, moi, me chiffonne un petit peu. Ça vous chiffonne ou vous dites non, c'est effectivement d'ores et déjà une perte de liberté effective? Ça a commencé. Ça a commencé. Regardez, vous avez des voitures qui ne sont pas encore autonomes. Il y a des stades jusqu'à 5 oui. Pour l'autonomie complète de la voiture. On n'en est pas encore là, loin de là. Et de toute façon, ça ne pourrait être vraiment efficient que quand toutes les voitures seront autonomes. Et on en est très loin. Mais d'ores et déjà, vous avez des véhicules qui, à l'heure actuelle, décident à votre place. Je veux dire, sur une voiture tout à fait classique, de moyenne de gamme, moderne, quand vous vous approchez trop près à son idée, à son appréciation d'un véhicule, par exemple, parce que vous avez l'intention de vous rapprocher pour pouvoir doubler, on va prendre un exemple, à 80 km/h sur une route nationale, et où vous voulez être le plus près possible pour tenter le dépassement sans dépasser le 80 km/h, ce qui est une gageure, eh bien la voiture, certaines voitures vont au minimum biper, au pire freiner pour vous empêcher de vous rapprocher. Donc déjà, elle décide à votre place. Yves Carra, est-ce que la voiture est encore un outil de liberté? Je vais reprendre Il pèse des contraintes absolument incroyables. Alors, on peut dire que c'est une évolution de la société. Il y a une période un petit peu difficile et puis après, on va passer à autre chose. Mais ça a été le symbole de la liberté. Et j'ai envie de vous dire, en plus, de toutes les classes sociales. Parce que... Alors, justement, je vais reprendre votre titre, la liberté perdue. On a perdu la liberté et on va la perdre de plus en plus de pouvoir rouler en voiture à un prix raisonnable et pour tout le monde. Aujourd'hui, pour avoir une voiture, c'est très cher. Faire son plein, c'est de plus en plus cher, sauf si on roule à l'E85 ou à l'électrique. Et encore une fois, c'est limité. Donc, la liberté qu'on va perdre, c'est de pouvoir avoir une voiture, même quand on est jeune, quand on est étudiant, si on s'achète une petite voiture, comme on l'a peut-être tous fait, pour pouvoir rouler, on perd cette liberté-là, parce qu'on taxe d'une façon absolument honteuse, il faut le dire, les carburants, parce que les voitures vont coûter de plus en plus cher, parce que le contrôle technique sera de plus en plus cher, l'entretien sera de plus en plus cher. Donc cette liberté-là, on la perd et c'est bien dommage. Mais c'est peut-être parce qu'on ne payait pas des choses qui, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, étaient en bas de la facture. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir les conséquences, les enjeux de notre liberté. Simplement, par exemple, prenons l'exemple des carburants. On nous dit, bon, on va vous prendre le bras, on va vous tordre le bras, vous obliger à ne plus prendre la voiture et surtout à ne plus acheter de diesel. Mais plutôt que de s'opposer, nous on propose, c'est très simple. Pour plus acheter de diesel, baisser l'essence au prix du diesel. Ça coûte un petit peu, vous consommez un petit peu plus en essence. Nous, on n'est pas fous. Si c'est meilleur pour notre santé en France, on va rouler à l'essence. Ce sera moins bien pour Bercy, évidemment. Donc voilà, c'est l'hypocrisie de dire c'est pour votre bien, on augmente tout ça et on vous fait payer de plus en plus. Depuis 40 ans, on entend dire que l'automobiliste et la voiture est la vache à lait. La mobilité continuera de l'être parce que si on roule un jour tous à l'électrique, les taxes, les 40 millions de taxes ne rentreront pas des carburants. Donc peut-être que dans 20 ans, on nous dira, comme on nous a dit pour le diesel, vous savez, l'électrique, ça coûte très cher, on va être obligé de construire des centrales nucléaires. Donc on va taxer l'électrique. C'est ce que j'allais vous dire. Si on roule tous à l'électrique, il faudra beaucoup de centrales nucléaires. On est d'accord. Donc, on va nous dire, on est vraiment embêté, on ne voulait pas, mais on va être obligé de vous taxer toute l'électricité que vous allez prendre pour votre voiture. C'est ça le problème. Et on a perdu cette liberté de rouler à un tarif normal. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce constat? Il y a peut-être une liberté, des habitudes qui ont été prises. Et ce qui était le symbole de la liberté pour se déplacer, la voiture, qui est en train d'en prendre un sacré coup. Quand même, je vais mettre un peu de positivisme dans l'histoire. Oui. Parce que ça reste un outil de liberté, parce qu'on est attaché à notre liberté et qu'on a besoin de se déplacer. Donc, effectivement, c'est de plus en plus cher. Mais aujourd'hui, le reportage est extrêmement intéressant parce que je crois qu'on a un débat qui n'est pas en phase avec la réalité des technologies. C'est ça aujourd'hui en fait. On a un débat qui porte sur ce que doivent être les énergies de demain, les véhicules de demain, et qui vont contraindre quelque part les constructeurs à apporter des solutions par rapport à la réglementation. Simplement, au Mondial de l'Auto, on n'a pas de véhicules électriques. On a des nouvelles technologies qui vont arriver. Nos constructeurs français parlent d'avoir 80% d'offres électriques dans 3-4 ans, 100% dans 5 ans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se posent la question aujourd'hui. Ils vont réussir technologiquement à produire des véhicules électriques, mais ils ne sont pas sûrs de les vendre. Ce qui veut dire qu'on est dans un débat extrêmement intéressant, parce que face aux véhicules électriques, s'il n'y a pas les pouvoirs publics derrière, ces véhicules ne s'en vendront pas. Pouvoir public, pour quoi faire? Pas forcément pour inciter à l'achat financièrement, mais pour assurer la distribution de l'électricité et des bornes. Et vous avez deux technologies, soit le full électrique,
mais qui ne c'est pas intéressant tant qu'on n'a pas 600, 700 ou 800 km d'autonomie. Donc on aura des véhicules et une recharge rapide. Mais vous avez l'hybride rechargeable. Et ça, c'est peut-être une avancée très intéressante. L'hybride rechargeable. On a enlevé le bonus de l'hybride rechargeable. Mais, oui, mais alors, le problème de l'hybride rechargeable, c'est qu'on est sur des modèles haut de gamme qui coûtent cher parce qu'on a 2 motorisations. Et que là encore, on n'a pas forcément facilement la possibilité de se recharger. Donc ce qui est intéressant, c'est de mesurer où l'on va aller et comment on va y aller. Vous présidez un think tank qui s'appelle Automobilité et Avenir. Je souhaite quand même que vous répondiez à ma question. Est-ce que aujourd'hui, on peut considérer la voiture comme étant encore un outil de liberté tel qu'on l'a connu pendant très longtemps? Moi, il me semble évident que je vois qu'il y a des jours où la voiture est interdite en ville. On peut justifier ces politiques-là, mais ça veut bien dire qu'on ne peut plus y pénétrer avec sa voiture. Voilà, les zones de restriction sont de plus en plus importantes, en plus des contraintes qui pèsent autour. On n'est plus dans les années 80. Je dis ça parce que j'ai connu ces années 80. Voilà, on n'est plus dans les années 70. Mais il faut vivre aussi un petit peu avec son temps. Et c'est vrai que ça évolue aujourd'hui. Les mentalités aussi évoluent. Bon. Et la réglementation nous impose quand on est dans des débats face à la pollution, c'est difficile. On ne sait plus quelle position tenir. On peut dire effectivement. Pourquoi construire des voitures d'aujourd'hui ou d'hier si demain on ne peut pas les utiliser? C'est quand même une vraie question qui est posée. Et si vous voulez mon avis, nos constructeurs automobiles, ils doivent y penser un petit peu. Oui, les utiliser dans certaines grandes villes, pas en périurbain parce qu'on pourra toujours. Puis c'est dommage de sortir la voiture des villes. Elle va être silencieuse, plus polluante. Donc on modifie la structure des villes pour l'empêcher de rentrer. Mais quand elle sera plus polluante et qu'elle fera plus de bruit, on la laissera rentrer. On fera comme le tram. On l'a mis, on l'a enlevé et on le remet. C'est pas une bonne idée. Flavien Neuvy, je vous annonce, vous allez diriger l'observatoire CTLM qui va financer essentiellement des centrales nucléaires, là, parce que c'est... Non, les voitures. Les voitures, parce que justement par rapport à la question que vous posez, il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'effectivement, on a un bruit de fond qui vise à restreindre l'usage des voitures, notamment dans les centres-villes, parce qu'il y a la problématique de qualité de l'air dans les villes, qui est un vrai problème de santé publique, il ne faut pas le nier. Bien sûr, mais... et donc, on voit dans des villes, effectivement, quand il y a des pics de pollution, certaines voitures qui sont interdites, et plutôt d'ailleurs des voitures anciennes qui sont plutôt conduites par des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de changer de voiture. Donc, on voit que socialement, ça a aussi des impacts. Et pour autant, en face de ça, il faut quand même mettre quelques chiffres. Le premier, c'est qu'on n'a jamais eu autant de voitures en France, de voitures individuelles. Le parc automobile continue de croître. On a plus de 33 millions de voitures particulières qui, tous les jours, circulent sur nos routes. Donc ça veut dire que les Français ont de plus en plus de voitures. Ça, c'est la réalité statistique, c'est incontestable. Et le deuxième élément, on l'a mesuré dans l'une de nos études, quand on pose la question aux Français et aux Européens d'ailleurs, de savoir s'ils pensent que dans 20 ans, la place de la voiture sera moins importante, aussi importante ou plus importante qu'aujourd'hui, vous en avez 80% qui disent qu'elle sera au moins aussi importante. Ça veut dire que les automobilistes, les gens d'une façon générale, ne croient pas du tout à une société où la voiture n'existerait plus, justement parce que c'est un outil de liberté qui est incomparable. On peut prendre tous les autres modes de transport, il n'y en a aucun qui offre à la fois l'autonomie, la capacité à aller aussi loin, aussi vite, de façon aussi simple que d'avoir une voiture chez soi. Donc je pense que la fin de la voiture individuelle, franchement, c'est pas pour demain matin. On a 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres de route, on va en faire quoi si on arrête la voiture, ce qui n'est pas possible? On peut planter des petites fleurs, on peut utiliser... c'est ça, non, mais je sais pas. On peut... Vous savez, moi, je plein de gens on prend des drones et puis on va d'un... Oui, non, mais ce qui est important dans les 1 million de attendez, alors l'argumentation, pardonnez-moi, je vous fais de la représentation, ça me fait rire votre remarque, parce que l'argumentation, on a plein de routes, qu'est-ce qu'on va en faire, ne suffit pas à justifier le fait qu'on doive mettre des voitures dessus. Par contre, même si elles ont été conçues pour ça, et si on a un assez beau pays, en l'occurrence, je trouve que c'est un patrimoine à entretenir. Non, mais Yves Calvi, ce qui est important là-dedans, c'est de se dire qu'effectivement, la France ne se résume pas à Paris. Voilà. Et on a souvent un problème avec Paris, effectivement, la congestion parisienne. Moi, je ne suis pas parisien, vous le savez, je suis provincial, fier de l'être. Et je me dis, il y a des gens aussi qui ont besoin de toute façon de mobilité pour vivre. Et on a plus de 90% des ménages qui sont multimotorisés, ou qui sont motorisés, 31% multimotorisés. À Paris, on n'est qu'à 65%. Donc on voit bien qu'on a 2 France peut-être. Mais les gens qui sont en province ont besoin de se déplacer pour vivre, pour travailler. Donc la voiture, on en a besoin parce qu'on n'a pas encore inventé la téléportation. Un mot d'Éric de Comont et on découvre le deuxième reportage. Le mot il est très simple, c'est que je trouve intéressant de voir ce que les gens imaginent. C'est-à-dire que la voiture, ils ne sont pas du tout prêts à renoncer à cette liberté de mobilité, alors même que tout concourt parmi ce qu'on voit et ce qu'on dit, à se rendre compte qu'on parle moins de voiture, plus de mobilité, qu'on essaye partout de nous faire remplacer la voiture par autre chose. Et je pense que les gens qui s'imaginent que la voiture a encore un grand avenir devant elle, en tout cas, ne serait-ce que comme véhicule dont on dispose, avec cette liberté d'avoir sa voiture, c'est de moins en moins l'avenir. Il va falloir qu'ils se réveillent ou qu'ils s'opposent à ce qu'on est en train de leur organiser, c'est-à-dire des voitures toutes électriques, autonomes,
partagés, n'appartenant plus, générant des centrales nucléaires supplémentaires, parce qu'il va bien falloir les faire marcher, et que la pollution, on va la mettre à la campagne, comme disait Alphonse Allais pour les villes, et que finalement, ce n'est pas forcément un avenir radieux qu'on nous prépare si on ne reste pas vigilant. Et maintenant, la dernière arme de destruction massive de notre permis de conduire. Anne Hidalgo vient d'inaugurer un nouveau centre de vidéo-verbalisation. Ça va faire mal, et tout cela sans compter les nouveaux radars sur nos routes. Nicolas Herbeau. Une scène ordinaire dans les rues de Paris. Bonjour monsieur, mairie de Paris, coupez le moteur, mettez la béquille. C'est ça qu'on vous interpelle? Oui, je sais. Couleur de bus. L'amende forfaitaire est de 135 €. 3 agents sont mobilisés sur le terrain pour ce contrôle. On va être obligé de relever l'infraction. Ah, je comprends, il n'y a pas de problème, allez-y. La bataille contre ce type d'infraction vient de prendre une nouvelle ampleur dans la capitale. Bonjour. Bienvenue à la caserne Napoléon. La mairie de Paris y a installé une salle de commandement. La mission des 20 agents mobilisés est simple. Verbaliser les 2 et 4 roues motorisées qui ne respectent pas le code de la route à partir des images de vidéosurveillance. Ça démultiplie la capacité d'action des ressources humaines. Imaginez s'il fallait démultiplier des présences sur le terrain. Je pense qu'on a aujourd'hui les moyens pour effectivement faire en sorte que les auteurs d'infractions puissent être sanctionnés. Et puis, quand il y a une sanction de l'infraction, il y a toujours un peu de pédagogie aussi. Cette vidéo-verbalisation dans la capitale existe depuis 2013. La mairie de Paris vient donc désormais épauler la préfecture de police pour constater ces infractions. Les agents s'appuient sur les 950 caméras qui quadrillent les rues. Depuis le début de l'année, 10 000 PV ont été dressés chaque mois. Un chiffre qui va obligatoirement augmenter puisque de nouvelles infractions sont désormais verbalisables grâce à la vidéo. La circulation en sens interdit, le fait de s'engager sur un carrefour en bloquant la circulation, ou encore le refus de priorité à un piéton sur un passage clouté, il vous en coûtera 6 points et 135 €. Ils ont peur de rien, ils sont dans leur voiture, mais voilà, quand on est avec les enfants et qu'on vous frôle, je trouve ça scandaleux, quoi. Ça me paraît pas anormal, mais de la sanctionner avec 6 points, c'est encore totalement pas normal, quoi. Je sais pas, 6 points c'est beaucoup, mais je pense qu'il faut la renforcer, oui. La vidéo-verbalisation s'ajoute donc à tous les contrôles automatisés qui sanctionnent déjà les auteurs d'infractions et qui remplissent les caisses de l'État. En 2017, les radars automatiques ont rapporté, selon la Cour des comptes, plus d'1 milliard €. C'est 10% de plus qu'en 2016. Difficile pour les députés qui examinent en ce moment le budget de l'an prochain de ne pas y voir une manne financière. Selon les chiffres du projet de loi de finances de 2019, les recettes des contrôles automatiques sont attendues en hausse, jusqu'à 1,230 milliard €, une augmentation de 50% sur 3 ans. 93. Depuis 2015, la politique routière s'est durcie pour faire chuter le nombre de morts sur les routes. Dernière mesure phare mise en place par l'actuel gouvernement, la réduction de la vitesse de 10 km/h sur les routes secondaires. Le législateur estime que le nombre d'infractions va doubler. Les recettes dégagées doivent ainsi financer la modernisation des établissements de santé. Au témoin un doute, on est bien en train de budgéter des rentrées de PV sur le budget de l'an prochain. Ben oui, c'est-à-dire qu'on sait voir à l'avance combien d'infractions vont commettre les automobilistes, c'est de la voyance pure. Et c'est surtout le fait qu'on a calculé, la Cour des comptes et le ministère de la Transition écologique l'avait fait également, que rien que le fait de descendre de 90 à 80, ça va ramener 350 à 400 millions d'euros en plus dans les caisses de l'État à nombre constant de radars. Or, des radars, on en met toutes les semaines, en plus, sur toutes les routes. Donc, c'est effectivement devenu un racket institutionnel qui va continuer et qui, je tiens à le dire, n'a rien à voir avec la sécurité routière. Pourquoi? C'est très simple. Ça, c'est une de vos obsessions. Mais oui, non, mais c'est très facile à comprendre. J'ai toujours pas compris votre argumentaire. Alors, je vais me faire un plaisir. Je vous écoute avec plaisir. De vous permettre d'y arriver, mon cher Yves. Ça va être très simple. Quand vous considérez, je veux bien partir de ce postulat, si vous le voulez, que la vitesse est une cause de mortalité routière. C'est un fait. Admettons qu'on parte de ce postulat, je ne le partage pas forcément, mais là on l'admet. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je vais dissuader les gens de le faire. Alors, une façon de le dissuader, je mets des gendarmes bien visibles, ça incite tout le monde à ralentir,
et on ne fait plus d'excès de vitesse. Bon, deuxième hypothèse, je réprime, je ne fais pas de dissuasion, et je prends les gens sur le fait en train de commettre des excès de vitesse. Pourquoi pas? À ce moment-là, il y a deux solutions. J'arrête les gens, je les identifie, je les verbalise, ils perdent des points, ils ont une suspension de permis, ils finissent par une annulation de permis de conduire. Ça devrait les amener à les inciter à changer leur comportement. C'est le but recherché, puisqu'il paraît que la vitesse est dangereuse. Il y a une deuxième option. Je couvre le territoire de radars variés et divers. Je prends des photos à 85% de dose, 100% pour les radars de feu rouge. Et je donne à tous les automobilistes qui n'ont pas envie de se laisser faire la solution fabuleuse. C'était pas moi, monsieur. Et à partir de ce moment-là, vous ne perdez pas de points. Donc, bien entendu, vous n'avez aucune raison de changer votre comportement. Ah, si, vous allez devoir cracher au bassinet. Donc, vous allez donner des sous. C'est vrai que les riches s'en sortiront mieux que les gens modestes, mais si vous êtes prêt à lâcher 100 ou 200 euros à chaque fois que vous vous faites flasher, vous êtes à l'abri de toute perte de points et de tout retrait de permis du fait qu'on a privilégié les radars automatiques qui, il est vrai, travaillent 24 heures sur 24, 365 jours par an, n'ont pas de syndicat, pas d'état d'âme et pas d'arrêt maladie. Tous ceux qui nous écoutent, eux, ils perdent leurs points en plus du fait de payer leur PV, je vous signale. Ah non. Non, ceux qui nous écoutent, il y a deux options parmi ceux qui nous écoutent. Il y a ceux qui disent, bon, je vais être un bon citoyen docile, je vais reconnaître que c'était moi au volant, alors qu'il n'y a aucune preuve du fait que j'étais moi au volant. Je vais donc perdre mes points et payer en plus, vous avez tout à fait raison. Puis il y a ceux qui connaissent juste un petit peu la loi, pas forcément un bon avocat, juste un petit peu la loi, et qui disent, c'était pas moi au volant. Comme c'est au parquet de prouver le contraire, à partir de ce moment-là, puisqu'il ne peut pas le prouver, puisqu'on a fait le choix, pourquoi de prendre des photos de dos et non pas de face. On ne peut plus identifier le conducteur, donc on est sûr de rentrer les sous. Parce que pour pouvoir ne pas payer, il faut que vous prouviez que vous n'étiez pas au volant. Et ça, vous ne pouvez pas. Donc on a fait le choix de rentrer les sous au maximum, 1,2 milliard, et de ne plus identifier les conducteurs. Maintenant, l'essentiel est de faire rentrer les sous en ayant des bons sentiments, en disant « je sauve des vies ». Exactement. Je vous ai bien compris. Moi, je crois même de face, d'ailleurs, les photos sont pas toujours, permettent pas d'identifier. Et si vous n'êtes pas le propriétaire de la voiture, ça revient au même. Je crois qu'il faut dissocier deux choses. Oui. C'est-à-dire quand on a le téléphone au volant, à la main, qu'on a bu, qu'on a un comportement dangereux, il faut sanctionner et il faut être... Maintenant... Là, en plus, franchement, la chose là, tout à fait normale, c'est ce qu'ils viennent de faire concernant les piétons qui sont engagés sur les... Enfin, 6 points, c'est beaucoup. Sanction trop forte. 6 points, c'est beaucoup, mais enfin, si vous prenez une bagnole avec une maman qui est en train de traverser avec ses mômes... alors d'accord, il faut désolé, mais il faut un petit peu plus de bienveillance, nous sommes d'accord. Mais 6 points, c'est excessif. Je trouve quand même que les comportements ne sont pas si agressifs que ça en voiture. Je trouve pas... par rapport aux deux roues, oui. Par rapport au vélo, combien de vélos slalom carrément sur le passage piéton, entre les piétons? Vous avez 100 kilos lancés à 20 km/h. S'il y a un enfant, il le percute, on le retrouvera à l'hôpital. On est tout à fait d'accord. Vous n'allez pas les sanctionner, les vélos. Donc on est en train d'opposer vraiment les automobilistes, et ça, il y a certains politiques qui donnent le ton, les automobilistes, les cyclistes, les piétons, on les oppose. Donc pour terminer, je dis il faut vraiment dissocier le comportement dangereux de l'excès de vitesse, d'inattention. On a tous perdu des points comme ça, où on n'est pas dangereux, on est juste inattentif. Là, on paye, on perd un point. On pourrait mettre un point avec sursis, et si dans les 6 mois on en repère un, à ce moment-là on perd. Mais il faut vraiment dissocier le comportement dangereux de l'inattention. Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment, j'ai envie de vous dire, réunir un peu de monde pour une fois? Alors, vous savez, on fait souvent des barnums dont il ne sort pas grand-chose, des Grenelles de ceci ou des Grenelles de cela, mais voilà, d'essayer de réunir tous ceux qui sont concernés, de dire voilà ce qu'il est aujourd'hui raisonnable, en effet, de sanctionner immédiatement, brutalement, peut-être par une perte de points tant qu'on aura des permis à points, etc., avec les amendes qui vont autour. Et il y a d'autres choses qui sont devenues excessives et on n'est pas obligé, de flinguer cet univers. Enfin, Laurent Equet. Le problème, c'est que vous avez le Conseil national de la sécurité routière et vous avez des associations, je crois que l'Automobile Club en fait partie. Donc ce conseil, il existe normalement. Les politiques ne prennent pas de décision, du coup, à l'administration sans en avoir référé au Conseil national. Est-ce que le débat se passe dans ces instances? C'est une autre histoire. Vous savez, mon passé et la dernière réforme du permis à points, c'est moi qui y ai travaillé lorsque j'étais délégué général d'une autre association dans une autre vie. Mais c'est vrai que quelque part, il y a un mauvais signal. Mais c'est un débat compliqué à faire parce que s'il n'y avait pas d'infraction, si on respectait la réglementation, il n'y aurait pas de verbalisation. Donc quand vous êtes face au pouvoir public, il dit pas de problème, je ne cherche pas à faire de l'argent puisqu'il suffit que vous respectiez le code de la route pour ne pas avoir effectivement à payer ou à perdre de points. La difficulté, c'est que quand on parle effectivement de budgétisation, on donne un mauvais signal. Celui de la pompe à fric. Et ça, c'est regrettable, parce que j'étais encore cet après-midi pendant 3 quarts d'heure avec le délégué interministériel à la sécurité routière, et c'est pas leur but, il y a quand même bien un objectif de sécurité routière. Maintenant, malheureusement,
on a l'impression qu'on se trompe de cible et qu'on va mettre des mesures qui ne sont plus adaptées aux enjeux de sécurité routière. Et c'est pour ça que je pose la question, est-ce que cette instance du Conseil national de la sécurité routière, il y a bien un débat objectif qui se passe et qu'on discute des bonnes choses. Parce que vous dites l'outil de concertation là, mais visiblement il fonctionne pas comme il faut. Il fonctionne pas, ou il ne fonctionne pas, ou il n'y a pas de démocratie à l'intérieur. Mais il est certain que les 6 points n'ont jamais été débattus là-dedans dans ce Conseil parce qu'ils ne seraient pas acceptés. 6 points, c'est quand même énorme. Parce qu'il faut bien vous rendre compte que si on est vidéo-verbalisé, nous, notre service juridique, il va se faire un plaisir de discuter de beaucoup de choses, comme vous, maître. Hein. Mais ça va être difficile sur une photo de savoir si, oui ou non, il était plus dangereux peut-être de passer à la vitesse à laquelle vous êtes passé, peut-être 10 km/h, plutôt que de freiner si une voiture est derrière très près de vous. Je veux dire, dans des cas concrets, parfois quand il y a un piéton qui pense traverser, ou alors qui a le nez collé sur le téléphone, qui au dernier moment tourne et ne regarde pas, qu'est-ce que vous faites? Vous freinez fort, il y a une voiture derrière, ça peut être dangereux. Il va y avoir des cas litigieux et on va être verbalisé. Donc il faudra aussi que l'on puisse contester facilement, ce qui n'est pas du tout le cas avec la vidéo-verbalisation. Notre gros changement, c'est la tolérance zéro. On est d'accord. On tolérance zéro. 6 points. Donc 6 points, c'est énorme. C'est le permis complet d'un jeune conducteur. Ça veut dire perte de permis, perte d'emploi, Pôle emploi. Bon. Et c'est acceptable. Je comprends très bien la position de ceux qui disent, ceux qui jouent avec la vie des piétons. Un jeune imbécile ou un vieil imbécile qui renverse une grand-mère sur un passage piéton, je vais vous dire, qui paye 6 points, vous pouvez me le retourner dans tous les sens. Ça vous choque pas? On est non, ça me paraît normal même. Alors à condition qu'on caractérise bien l'infraction, car il faut lire le texte. Le texte, il ne dit pas, par exemple, que vous perdez 6 points désormais si vous passez au feu rouge sur un passage piéton sur lequel circulent déjà des piétons et que vous mettez objectivement leur vie en danger. Ça, je comprends. Vous savez ce qu'il dit le texte? Il dit qu'il y a refus de priorité à un piéton, donc retrait de 6 points, dès lors qu'un piéton sur le trottoir manifeste son intention de traverser. Et là, on va rigoler. Parce que qui va permettre de déterminer à quel moment j'ai l'intention et je la manifeste? Si le policier estime que j'avais manifesté mon intention, y compris parce que j'étais en train de regarder mon smartphone et que j'ai traversé sans même faire attention que je passais du trottoir à la chaussée, bah effectivement, j'ai manifesté une intention qui était complètement décérébrée, mais qui était extérieurement envisageable. Et si l'automobiliste ne s'est pas mis debout sur les freins, quitte à provoquer un carambolage, il va perdre 6 points. Moi, je peux vous dire qu'il va y avoir des accidents générés par cette nouvelle réglementation, dès lors que les gens auront compris qu'il ne faut pas simplement quelqu'un qui est engagé dans le passage piéton, et évidemment qu'on s'arrête tous, bien sûr, y compris les cyclistes, mais quelqu'un qui a dit, enfin qui a rien dit, qui a donné le sentiment qu'il s'apprêtait à traverser. Et là, je peux vous dire que maintenant, moi, dès que j'en vois un qui fait semblant d'eux, debout sur les freins, et puis tant pis pour ce qui va se passer derrière. Ceci dit, non, mais juste 2 choses. La première chose, c'est que le ressenti global des automobilistes est très négatif parce qu'ils ont le sentiment effectivement d'être en permanence en train de payer et dans un contexte où les carburants augmentent, c'est un sentiment qui se renforce au fil du temps. Après, moi j'ai envie de dire, je suis par ailleurs élu local, je suis maire de ma commune dans le Puy-de-Dôme, mais en tant que maire, je suis confronté à des comportements d'automobilistes qui sont dangereux. Et moi, on peut faire de la pédagogie, je vais voir des jeunes qui ont des comportements, j'en dis fais attention, etc. À un moment donné, il n'y a pas à discuter. Les comportements qui sont dangereux doivent être sanctionnés et durement. Parce qu'ils ne comprennent que ça. Si on misait sur allez, on respecte tous les règles collectivement, allez, il faut être raisonnable au volant. Voilà, il faut être raisonnable, il ne faut pas boire, les passages piétons, il faut les respecter, etc. Et puis que tout le monde s'y plie. Mais on ne serait pas là en train d'en discuter. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il n'y a que la sanction qui peut ramener à la raison certains automobilistes qui ont des comportements dangereux. Et, je suis désolé de le rappeler, il y a quand même plusieurs milliers de morts sur nos routes chaque année et qu'on ne peut pas rester indifférent à ça. Alors après, effectivement, est-ce que c'est 6 points, etc. Ça doit être discuté. Mais franchement, il y a certains comportements, il ne faut pas discuter, quoi. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il faut dissocier le comportement dangereux de l'inattention et des petits points. Mon bureau à Paris, il est juste à côté de la salle où les stagiaires passent des stages pour récupérer des points, juste à côté. Je discute beaucoup avec eux. 90%, c'est les petits points qu'on perd en permanence. Il y a très très peu de délinquants ou même celui qui a été à 40 km/h. Parce que si vous passez le Rhin, vous pouvez rouler à 180 km/h sur l'autoroute allemande, vous avez le droit sur 50% et à 100 km/h sur les routes. Sur certaines portions, d'accord. Non mais ce que je veux dire, c'est que oui, les comportements dangereux, il faut les sanctionner. Pour le reste, je trouve que c'est
abusé quand même. Oui, mais c'est sans fin. C'est-à-dire que si on dit c'est limité à 80, donc on flash, quand c'est pas des radars automatiques, il y a une certaine tolérance, on dit on va flasher à partir de 85. Vous êtes prêt à 86, vous dites c'est pas possible, c'est 1 km/h près, c'est pas juste. Puis alors on va dire c'est 90, finalement, il y a une tolérance qui est plus grande. Vous faites flasher à 91, vous dites mais c'est pas possible, c'est pas juste. C'est-à-dire que c'est un débat qui est sans fin, c'est qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait le coup près qui dise à partir de cette vitesse, si vous êtes en excès de vitesse, vous êtes sanctionné. Juste une précision, par exemple, les PV qui sont dressés par la police parisienne, si je puis dire, ce qu'on voyait il y a quelques instants, ça va où va l'argent dans les caisses de la mairie de Paris, ça va dans les caisses de l'État. Enfin, est-ce que les polices municipales qui dressent des PV, quel est le circuit de l'argent? Ça dépend de la nature des PV. Par exemple, le stationnement payant dans Paris et les méthodes industrielles qui sont désormais utilisées, y compris par des sociétés qui ont des poursuites pénales. Mais elle a été sanctionnée pour ça. Elle continue à travailler. Parce qu'il faut bien que l'argent rentre. Madame Hidalgo, elle a budgété quelque chose et elle a besoin de l'argent à la fin de l'année. Donc les sociétés qui ont été prises la main dans le sac à faire des faux PV, verbaliser des... Avec des gens pas assermentés. Des agents qui n'étaient pas assermentés, qui conduisaient sous cocaïne ou qui n'avaient pas leur permis de conduire, excusez du peu. Bon, ces sociétés, cette société, elle continue à travailler. Bon, sans doute parce qu'on n'a pas fini l'appel d'offres pour la remplacer et c'est comme ça. Et donc, pendant ce temps-là, il faut que l'argent rentre. Où va l'argent? Ça rentre dans les caisses, effectivement, municipales, depuis que les députés, qui à l'époque étaient tous maires également, bien entendu, ont voté la loi qui dépénalisait le stationnement payant et permettait à la fois de fixer librement le montant de la taxe de stationnement par les maires, mais aussi d'augmenter, et certains ne sont pas privés, on est passé de 17 à 60 € à Lyon ou à 50 à Paris, le montant du FPS, qui n'est plus un PV, mais le forfait post-stationnement, et qui rentre, bien sûr, dans les caisses. Donc ça, évidemment, c'est hyper motivant. Après, pour d'autres infractions, il y a des péréquations qui font que tout l'argent ne rentre pas, bien sûr, dans les caisses de la commune. Dernier reportage de l'émission, auto et moto, elles cohabitent en harmonie au salon, mais pas sur les routes, en tout cas en ville. Ils forcent le passage comme des brutes, disent souvent les automobilistes. Ils ne regardent pas leur rétro et passent des coups de fil, répondent les deux roues. En revanche, on sait qui sont les plus fragiles. Hugues Dago. Le mondial de l'automobile. Rendez-vous incontournable des amoureux de mécanique. Connu pour son ambiance clinquante, glamour, électrique. Mais cette année, la grand-messe des 4 roues partage l'affiche avec ses cousines. Les motos. Ce qui m'intéresse, c'est les voitures. Donc le 2 roues, ça me dit strictement rien. En plus, ça me fait peur, les 2 roues. Des 2 roues, garés dans un pavillon entier du salon. Ici, moins de strass, moins de paillettes. Mais les innovations sont aussi là, aux côtés de modèles du quotidien et de pièces de collection. Une très belle contenance, on y met 2 casques à l'intérieur. Vous avez la lumière, l'éclairage. On peut mettre en option un miroir. Avec cette nouvelle configuration, les organisateurs du salon ont voulu mettre un coup d'accélérateur pour rapprocher 2 univers qui ont parfois du mal à cohabiter. Là, quand moi je vois toutes ces voitures, ça m'énerve, d'autant plus que les gens sont tout le temps seuls dans leur voiture. Moi, ça me fatigue de voir ça, quoi. Il faut faire attention à tout le monde, enfin à soi, mais aussi surtout aux autres qui sont autour, et notamment les motards qui passent entre les voitures. Quand on est motard, il faut être très vigilant au niveau des voitures parce qu'elles ne nous voient pas forcément. Elles ont tendance à, par exemple, à nous couper la route ou des fois, quand on est dans l'angle mort, vraiment, ils ne nous voient pas du tout. Automobilistes et motards n'ont donc pas fini de se renvoyer la balle, alors qu'en matière de sécurité routière, les torts sont bien partagés. Piloter demande une attention de tous les instants. Gérer les imprévus. Mais tout ça est vite oublié quand, enfin, il peut libérer sa moto. On a environ 2 tiers des accidents mortels de motards qui sont liés à des collisions avec d'autres véhicules tels que les automobiles ou des camionnettes ou des camions. Le fait de circuler à moto, on a un risque d'être victime d'un accident mortel qui est quasiment 20 fois supérieur
à la voiture. Si on prend en compte l'ensemble des deux roues motorisés, on arrive quasiment à entre 20 et 25% du nombre de tués sur les routes. Et en termes de blessés graves, et ça c'est très important, les personnes qui ont des séquelles à vie suite à des accidents, on est à près de la moitié des blessés graves. Motards et automobilistes ne sont pas complètement irréconciliables aux yeux de certaines marques qui vendent motos et voitures depuis des décennies. Le lien entre la moto et l'auto a toujours été très proche pour BMW. Et d'ailleurs, on a la moitié de notre réseau qui est commun. On a des concessionnaires moto qui sont spécifiques, des concessionnaires automobiles spécifiques, mais la moitié du réseau moto est également concessionnaire automobile parce que c'est complémentaire. Des concessionnaires et même des conducteurs hybrides. C'est un bon pas vers la réconciliation s'il y a guéguerre entre automobilistes et motos. Mais moi qui pratique les deux, je fais autant attention en moto aux voitures qu'en voiture aux motards. Je trouve que les gens devraient avoir un peu l'esprit peut-être un peu plus ouvert et je pense que c'est un joli clin d'œil que de présenter la moto sur un stand auto. Autre symbole, cette 120e édition du mondial est dédiée aux femmes. Mais quel que soit le nombre de roues, le monde mécanique reste encore très largement masculin. Ça cohabite quand même pas très facilement. Vous trouvez-vous? Moi, je trouve que dans Paris, puisque je roule en scooter dans Paris, oui, moi aussi. Je trouve que les voitures font beaucoup de petits écarts, pour nous laisser passer, oui, que ça ne se passe pas trop mal. Je suis deux roues et je vais vous dire ce qui me choque très souvent dans Paris, c'est pas le comportement des voitures, c'est le comportement des autres deux roues que je trouve absolument incroyable. Et parfois, je me demande même s'il n'y a pas une sorte de chantage à la fragilité pour vous dire les choses, parce que je vois des gars qui se permettent de foncer sur la voie de gauche de façon invraisemblable. Il y en a qui envoient des SMS. Alors moi, quand je m'arrête souvent des jeunes, je m'arrête à côté, je lui dis, tu sais, je suis pas ton père, hein, mais ton père, il va te chercher à l'hôpital si tu continues comme ça. Ils roulent, ils envoient des SMS, ils les écrivent. Enfin, au bout d'un moment, là, ça doit être sanctionnable. Là, c'est un comportement dangereux pour lui et pour les autres. Et c'est pour ça qu'il faudra peut-être remettre des policiers ou les vidéos verbalisées, parce que ça, c'est vraiment dangereux. Pas nous les remettre sur le dos. Non, mais là, pour le coup, je dis allons-y, parce que là, c'est vraiment dangereux, quoi. Non, mais c'est vrai. Après, moi, je trouve que globalement, alors, je suis motard, je suis automobiliste aussi, et puis j'ai un âge un certain âge, donc on est plus raisonnable. Mais j'ai eu un grave accident à 18 ans de moto, j'ai passé quelques mois dans les hôpitaux, c'était pas de ma faute, mais aujourd'hui cet accident je l'aurais pas parce que je serais beaucoup plus vigilant, ou il serait beaucoup moins grave. Donc c'est aussi ça aussi. Quand je reparlais de la formation, je trouve que la formation avec mes enfants, je les ai amenés faire des stages de pilotage. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas repartis en faisant les fous, hein, parce que le pilote à côté, quand il leur a montré ce que c'était le pilotage, ils ont dit ah oui d'accord, la vitesse c'est autre chose. 100% raison, 100% passion. C'est vrai, la sécurité routière ne doit pas être dissociée de la passion qu'on peut avoir sur un circuit. Laurent Equet. Il ne faut pas opposer, parce qu'on est un jour piéton, automobiliste, cyclomotoriste, voilà, et vous êtes ici automobiliste et vous avez un deux roues. Alors pourquoi vous avez un deux roues, messieurs? Je suis piéton aussi. Et vous êtes piéton. Oui. Mais pourquoi vous avez un deux roues, messieurs? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous êtes à Paris et que vous voulez gagner en mobilité et en rapidité. Oui. Et donc, malheureusement, quand on est dans un deux roues, eh bien, on a un faux sentiment de liberté. Vous pouvez me contredire si vous voulez. Effectivement, on gagne en rapidité, donc on va faire de la circulation interfile. Est-ce que c'est autorisé? Non. Moi, je me souviens avoir travaillé sur les expérimentations interfiles. Non. Non, c'est devenu autorisé. Oui, c'est toléré. C'est toléré. Autorisé dans certaines grandes villes. C'est toléré dans le cadre de l'expérimentation. Oui, mais dans d'autres pays, c'est interdit. Donc, et quand on prend un vélo aussi, on a tendance, d'ailleurs, à ne pas respecter la règle, parce qu'on pouvait éviter des feux rouges, remonter des sens interdits. Voilà pourquoi, en fait, aujourd'hui, c'est un grand problème de cohabitation dans les villes, en fait. Oui. Position des modes. Et malheureusement, le deux roues, effectivement, s'affranchit des règles. Et va peut-être gagner en rapidité, zigzaguer, être plus mobile. Et le problème, c'est qu'il n'est pas forcément responsable de l'accident, mais qu'il paye un lourd tribut tout simplement parce qu'il est très vulnérable et qu'on a énormément de tués dans le deux roues motorisé. Mais c'est même pas tant en ville, le deux roues motorisé, qu'il se tue. Je pense que les chiffres qui étaient dans le reportage, c'est lorsqu'il est en campagne. Et moi, je me souviens avoir, sur un observatoire de la sécurité routière, démontré cela, corrélé avec le temps, donc le beau temps et la température, mais aussi lorsqu'on est en campagne, et le reportage le montre bien. Donc en fait, le problème, c'est aujourd'hui de se dire, si je suis un deux roues, dans le reportage, quelqu'un l'a dit, je fais autant attention qu'en voiture, je ne m'affranchis pas des règles et je respecte la règle. Mais est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que c'est possible? Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus respectueux au niveau des deux roues
que par chez nous. C'est mon sentiment. Mais vous savez, juste quelques secondes pour le mondial de l'auto. Il y a quelques dizaines d'années, il y avait le mondial de la voiture, de l'auto, du vélo, des camions. Tout était réuni. Et ça, on s'est séparés intellectuellement et sur la route. Et là, on se réunit, on revient à l'ADN, c'est bien. Laurent Equet non. Pardonnez-moi. J'ai parlé. J'ai eu un doute. Il vient de parler. Oui, la moto revient au mondial. Je trouve que c'est bien. Ça, il faut quand même rappeler que ça fait. La moto revient parce qu'il y a des constructeurs qui sont partis aussi. Oui. C'est-à-dire que les organisateurs du mondial ont fait face à des défections de constructeurs comme Volkswagen, Volvo, Ford, etc. Et du coup, il n'y a pas Fiat, il n'y a pas Volkswagen, il n'y a pas Nissan, et il n'y a pas Opel. Il n'y a pas Ford. Tous les constructeurs de motos non plus. C'est incroyable. Mais du coup, je trouve que c'est bien. Après, en termes de sécurité routière, je crois effectivement qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre parce qu'on est tour à tour, motards, automobilistes, etc. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'en matière de prévention routière, l'apprentissage dès le plus jeune âge est essentiel. Les permis piétons, mine de rien, pour les enfants dans les écoles, permis piéton, parce que souvent ils vont à l'école tout seuls à pied, permis piéton, permis vélo. On commence à apprendre aussi à respecter le code de la route. Tout ça sont des éléments essentiels qui sont pour le coup dans les mains des communes, qui font ou pas dans les écoles des stages d'apprentissage pour les enfants. Et je pense que et le permis dès 16 ans, je trouve que c'est une très bonne chose aussi de permettre à des enfants, à des adolescents, de commencer à conduire dès le plus jeune âge, parce que derrière, ce ne sont pas tout à fait les mêmes automobilistes et ils n'ont pas les mêmes comportements. Alors, moi, c'est pas pour vous faire rire, mais la dernière fois où on m'est rentré dedans dans la rue, c'était un vélo. Et voilà. Et alors maintenant, on a le droit aux patinettes électriques, donc ils sont absolument partout. Vous avez un commentaire sur les patinettes électriques? Oui. Non, c'est intéressant parce que si vous voulez, ce qu'on retient ce soir, c'est finalement ce que vient de nous dire Laurent il y a quelques instants, c'est qu'on a à gérer une coexistence où il y a une multiplicité dans un espace qui, lui, ne cesse d'être réduit. Oui. Voilà. Alors, déjà, la première chose, il y a façon de réduire l'espace, c'est-à-dire qu'il y a façon d'essayer d'obtenir une cohabitation harmonieuse, une intermodalité pour les modes de transport, comme le réussissent très bien des villes comme Strasbourg ou comme Grenoble, ou opposer et déclarer la guerre aux automobilistes et aux deux roues à moteur, comme c'est le cas à Paris. Regardez les voies sur berge, vous avez une file pour la voiture et une file au moins aussi large, voire plus, pour mettre deux vélos qui se croisent et qui se battent en duel sur plusieurs kilomètres de voies sur berge. Ça, c'est pas la meilleure façon de composer l'intermodalité et justement d'organiser une cohabitation harmonieuse sans agressivité, de part et d'autre. De part et d'autre. Bon, maintenant, les deux rouges, c'est de quoi je parle, puisqu'effectivement, ça fait 45 ans et 2 ans de plus que je fais de la moto que de la voiture. On peut survivre à la moto, qui est effectivement un mode de transport dangereux, à condition d'être beaucoup plus vigilant. Et il n'y a rien de tel. Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites il y a déjà 40-50 ans, disant que les motards qui deviennent automobilistes ont beaucoup moins d'accidents. J'en suis convaincu. Que ceux qui commencent directement et qui passent du vélo à la voiture, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'un deux roues motorisé. Et ils sont d'ailleurs beaucoup moins dangereux, ces automobilistes-là. Pour les motards, le monsieur qui était tout à l'heure enregistré, interviewé sur le stand de BMW, je crois, qui disait « je fais les deux », je pense que ce sont les meilleurs automobilistes et les meilleurs motards, ceux qui connaissent justement l'autre. Maintenant, c'est une question aussi d'évolution des mentalités. Je pense qu'on est sur le bon chemin parce que je pense qu'effectivement, ça se passe un petit peu mieux maintenant. Maintenant, pour terminer sur une pitrerie, les monoroues, les trottinettes électriques en libre service et autres engins facétieux de déplacement, c'est quand même un vrai problème juridique et de sécurité routière et de santé publique, parce qu'ils ne sont pas à leur place sur les trottoirs, ils ne sont pas à leur place sur les routes. À part les pistes cyclables, je ne vois pas comment ils vont faire. Ça sera pour notre prochaine émission. Rediffusion à 23h30 de celle-là sur CNews. Et dans un instant, Isabelle Moreau et ses invités dans la 3e partie de l'Info du Vrai. Elle reçoit ce soir la comédienne et réalisatrice Nedra Ayadi. Restez avec nous.